Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute, chers amis. Isabelle avec vous pour les 2 prochaines heures. J'ai lu un livre fascinant ces jours-ci, un livre qui est encore tout chaud, qui est une espèce de guide pour qu'on consomme mieux, qu'on consomme peut-être un peu moins, c'est sûr, et surtout d'une façon différente, et pour toutes sortes de raisons. Parce que, d'abord, on se le disait hier avec notre chroniqueur consommation, Jacques Nantel, qu'on aura l'occasion de revoir tout à l'heure. On se disait, il faut absolument, face à notre endettement galopant, il faut absolument qu'on voit les choses un peu différemment. Vous le savez, là, on est tellement endetté là, que c'est même plus drôle. On doit plus de 180, sur 100 $, là, on doit plus de 190 $. Imaginez, on doit de l'argent qu'on n'a pas. C'est ça le problème de l'endettement. Et avec ce qu'on a connu au cours des dernières années, ben c'est sûr que ça sent mieux de pas si on continue de faire toujours les mêmes choix, c'est-à-dire d'acheter sans réfléchir au lendemain. Évidemment, il y a des questions environnementales aussi. Puis si vous avez des jeunes chez vous, peut-être qu'ils vous en parlent aussi, ils sont très conscients du poids de l'économie sur l'environnement. Et je veux pas refaire le débat ce matin, l'économie ou l'environnement. Vous savez qu'on oppose toujours ça. Mais je pense que nous, comme citoyens, contribuables, consommateurs, on le sait, là, consommer, c'est aussi voter et il y a moyen de faire les choses autrement. Ça demande des petits ajustements. Ça demande aussi de se lancer des défis. Moi, en tout cas, depuis quelques années, puis on va avoir l'occasion d'en parler, je me suis lancé le défi d'acheter beaucoup moins de vêtements neufs. Alors, c'est sûr que ma première invitée, quand j'ai lu son livre qui s'intitule « Rien de neuf », ça m'a parlé, vous comprenez, parce que je me suis sentie interpellée et j'espère que vous allez vous sentir interpellée aussi. Je vous parlais de défis, mais c'est justement ce que Marie-Michel Larrivée a fait. Marie-Michel s'est lancé le défi en 2016 de s'acheter que des vêtements dessinés par des designers canadiens. C'est-à-dire, il fallait que l'étiquette, ça soit marqué Canada dessus. Je trouve que c'est un beau défi. Puis là, finalement, c'est comme laissé emporter par un deuxième défi qui est arrivé l'année suivante. Et celui-là, c'était en fait, de ne plus acheter de vêtements neufs dans l'année. Elle est avec moi, Marie-Michel Larrivée. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Vous avez réussi ce défi tellement que vous en avez fait un livre. Oui, j'aborde le Rien de neuf ce matin aussi. Oui, en effet. Tout ça, c'est acheté seconde main. Ce que vous portez, décrivez aux auditeurs. Elle porte un magnifique blouson blanc avec du doré, très design. Vous m'auriez dit, je viens d'acheter ça aujourd'hui, là, puis j'ai payé ça 150 $, je vous aurais cru. Non, vous avez payé 0. C'est de l'échange de vêtements, en fait. C'est un échange? Oui, un échange. Comment vous avez fait ça? Il y a des boutiques, il y en a plusieurs qui sont nommées dans le livre. Il y a des boutiques d'échange de vêtements un peu partout au Québec. Souvent, ça peut être un pop-up qu'on appelle. Oui. Ou ça peut être en tout temps. Pour en nommer un à Montréal qu'on a, donc le Schwab Club. Il y avait auparavant Club Flavie sur la Rive-Sud, mais on voit aussi à Québec, ça se fait. Puis dans les organismes souvent écologiques, on va voir ce qu'on appelle le swap ou le swap bitch. On va entendre ça souvent. Donc les gens qui vont, ça peut être entre vous, inviter des amis à la maison pour échanger ses vêtements. Ouais. Ça donne un nouveau, mais sans le créer le nouveau et sans aussi avoir la dépense. Donc ça, c'est 0. Ben en fait, c'est mon abonnement. Donc j'ai payé l'abonnement pour l'année qui est à peu près 120 $. Et après ça, on peut échanger comme on veut. Ah, donc, ouais? Oui, mais il faut quand même apporter de l'autre côté une valeur d'échange. Exactement, une valeur d'échange. Souvent, ça peut prendre nos vêtements qui sont encore en bon état, qui sont pas de taches, on va les réparer un petit peu puis pouvoir les amener. Donc là, on a des petits sous pour faire notre échange. Et ça peut être autant vêtements de bébé, des vêtements trop grands, trop petits, et voilà. Évidemment, votre livre dépasse le simple vêtement, bien sûr, le simple échange de vêtements, parce que ce que vous proposez, c'est un mode de vie, un mode de consommation alternatif, dans le fond. Expliquez-nous un peu ce qui a amené d'abord, d'où est venue cette réflexion, Marie-Michel, que vous vous êtes lancé ces défis-là? Pourquoi se lancer des défis de consommation plus raisonnés? Parce que vous pourriez faire comme tout le monde, puis dépenser, puis juste recevoir votre facture de carte de crédit, puis dire, pelleter par en avant, je vais payer tout à l'heure.
Je pense que ça, je l'ai jamais dit en ondes, je le dis. J'ai travaillé dans l'aviation, j'ai été un peu partout dans le monde et je me suis rendu compte que le H&M, donc c'est une marque de fast fashion ici, le H&M d'ici avait les mêmes vêtements. En fait, le H&M avait les mêmes vêtements ici qu'avait les mêmes vêtements en Europe. Puis à un certain point, je me suis dit, c'est pas très authentique ça. J'ai envie d'avoir quelque chose qui est un peu plus authentique, un peu plus recherché. J'étais un peu partout dans plusieurs villes. Et puis là, je me suis mis à faire ce qu'on appelle des thrift shops, donc les friperies. Ouais. Je me suis mis à faire ça à Regina, à Vancouver, à Paris, un peu partout dans le monde. Et c'est tellement le fun. C'est très le fun. Expérience. Je me suis ramassée à Singapour. J'ai ramené un masque de super-héros, 2 masques de super-héros que mon neveu a joué avec. Et là, ma dernière nièce joue encore avec. Ils sont super... C'est vraiment le fun. Et de trouver ces choses-là qui sont vraiment spécifiques. Puis même, dans un pays où on découvre, ça nous fait découvrir d'autres. Tu sais, on s'en va pas dans le milieu touristique, là. Ouais. Hein? On s'en va vraiment dans le milieu qui sont les près gens. Des gens, là. Près des gens, ce qu'on veut voir quand on est en vacances. C'est vos voyages qui ont nourri cette espèce de quête d'être une meilleure consommatrice, dans le fond. J'étais beaucoup dans ces années-là. En fait, dans le début de mon défi, donc 2017-2018, j'étais beaucoup dans cette réflexion-là et beaucoup dans les voyages. Et en effet, je me suis dit, puis en ayant mon parcours académique dans le milieu de la mode, j'étais vraiment à la recherche d'une solution qui était un peu plus authentique. C'est sûr que je peux bien repérer un vêtement là, avec mes connaissances. Je connais beaucoup les fibres et autres. Mais oui, ça avait vraiment amené ça. Puis l'idée du livre en tant que tel, c'était de partager puis pouvoir inspirer d'autres personnes pour pouvoir inspirer des gens à trouver des solutions aussi, puis à chacun de trouver son contexte et à chacun de trouver comment ça fonctionne avec eux. Voilà, puis c'est très drôle ce que vous dites sur le pop-up, le magasin pop-up. Les pop-up, pour ceux qui connaissent pas, c'est des magasins éphémères, en fait. C'est des magasins qui s'ouvrent ici et là, et puis vous y allez pendant 3 jours, puis vous avez la possibilité d'acheter des vêtements usagés, déjà portés, déjà aimés, comme on dit, pré-aimés. Pré-aimé, oui. Le pre-loved, le pré-aimé, là, c'est souvent des traductions d'expressions anglaises, parce que c'est vrai que le milieu anglophone a été comme un peu plus porté là-dessus, peut-être parce que justement, c'est une tendance plus mondiale. C'est vrai qu'à Paris, à Londres, aux États-Unis, c'est très, très à la mode. À Montréal, il y en a de plus en plus. Je dois dire que vous êtes autrice de ce livre, donc Rien de neuf, guide pour une consommation écologique, économique et engagée, mais vous êtes designer, vous enseignez à l'UQAM et vous avez fait votre maîtrise en prévision des tendances mode en Italie. Et ça, c'est facile. D'où votre recherche aussi par rapport à cette industrie dont on dit qu'elle est très polluante, l'industrie du vêtement. Et je dois vous dire, moi, j'achète souvent au Village des Valeurs. Souvent. Et je trouve ça vraiment fascinant. Et je mets mon vieux linge, comme ça. Ça doit avoir 10 ans, les amis, ce que je porte. Une espèce de blouson en jeans jaune. Jaune canari. Jaune canari, c'est ça. Parce que c'est ça, Marie-Michel aussi, c'est qu'on se dit, oui, on veut faire du bien, on veut acheter local et tout. Votre premier défi d'acheter canadien, là, d'acheter avec des étiquettes canadiennes, ça a dû être difficile parce que tout est fait en Chine. Puis je vous parlais des villages valeurs, je suis encore allée dernièrement. Je vois de plus en plus de marques Shein. Voilà, et ça, c'est le grand enjeu. Oui. Ça, c'est un gros problème. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de... Donc, la mode rapide, maintenant, on parle de ultra rapide. Ouais. C'est ce qu'on appelle le fast fashion. C'est le ultra maintenant. Ultra fast fashion. Donc, les marques comme Shein et Temu qui sont dites comme ultra fast fashion. Donc, ils sortent des styles qui... Et après ça, sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui déballent le tout. Parce que je pense que qu'est-ce qui est important pour les auditeurs, puis aussi pour revoir un peu justement cet impact sur notre portefeuille, c'est de... Il faut vraiment défaire cet automatisme. Ouais. Parce qu'en fait, on achète quelque chose sans penser ou qu'est-ce qu'on va faire après. Hein? Et ce qui est malheureux avec ces vêtements qui se retrouvent, ces vêtements ou des objets de plus basse qualité, qui se retrouvent dans les friperies, dans les ressourceries, c'est qu'après, on peut pas... on les donne un peu en s'achetant en bonne conscience. Hein? On va les donner en disant, de toute façon, même si je le veux pas, je le porte pas beaucoup, je vais pouvoir le donner. Oui, mais c'est parce qu'il faut rappeler les conditions de travail des gens qui travaillent dans les usines de Temu ou autres Shein. Là. Oui, puis aussi... Qui sont des copies, en fait. J'ai vu un documentaire sur Shein, c'est terrible. 24 ans plus tard, ils sont capables de faire des centaines de milliers de morceaux de vêtements copiés d'un designer, mais ça peut être un designer québécois, là.
qui a travaillé fort pour développer sa ligne. Puis là, il se fait copier dans l'heure qui suit parce que ces réseaux-là, là, Shein et Temu, vont voir que il y a une popularité, les réseaux sociaux embarquent là-dedans. Puis là, ils vont copier le morceau et le lendemain, ils sont capables d'en envoyer un peu partout sur la planète des centaines de milliers. C'est terrible. Et le problème, c'est que la procédure légale qui entoure le tout pour que le petit artiste, il y en a une, mais elle est tellement longue et ardue. Et quand on regarde qui va gagner la procédure légale, ceux qui ont beaucoup, beaucoup de sous, parce qu'ils vendent beaucoup de vêtements, ou l'artiste qui a vendu des petites quantités, qui essaie de faire un travail respectable, on s'entend qu'on n'a pas les mêmes moyens. Non, complètement. Déjà que c'est assez dur comme ça pour le milieu de la mode au Québec. J'aimerais vous entendre d'ailleurs là-dessus. Appelez-nous au 1-877-827-2346. C'est le 1-877-CUBE-RADIO. Vous pouvez m'écrire à isabelle@cube.ca. J'aimerais savoir, vous, si vous avez, au cours des derniers mois, peut-être changé un peu votre mode de consommation. Êtes-vous un petit peu plus conscient de ça, là, que toujours acheter du neuf, acheter des affaires dont on n'a pas besoin? Tu sais, je pense qu'on va tous se le dire, là. On fait un petit peu trop usage d'Amazon. Tu sais, c'est facile. Ils te livrent à la porte. Ça prend même pas 24 heures. Moi, je suis toujours étonnée de ça. Tu sais, la bébelle dont t'as pas besoin, mais qui ont quelque part dans l'entrepôt à Dorval, pas loin. Tu dis comment est-ce qu'ils sont dans nos têtes pour savoir qu'on a besoin de ça? Et on se crée des besoins, Marie-Michel. Je trouve ça très intéressant parce que Marie-Michel Larrivée, évidemment, est spécialiste de l'industrie de la mode, mais ce qu'on est en train de vous dire, ça s'applique à peu près tous les secteurs économiques. Et quelqu'un qui connaît bien tout ce contexte-là, qu'on pourrait d'ailleurs qualifier d'économie circulaire. Puis là, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, l'économie circulaire, mais quand on vous dit autre façon de consommer, c'est vraiment de ça dont on parle. Je vous présente tout de suite mon prochain invité, Daniel Normandin, est directeur du Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire. Il est également directeur exécutif du Réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Je pense qu'on peut qualifier Daniel Normandin de Monsieur Économie circulaire. Bonjour, Daniel. Bonjour, Isabelle, ça va bien? Ça va très bien. L'économie circulaire, Daniel, comment peut-on la résumer pour que tout le monde comprenne? C'est une autre façon de voir l'économie, de consommer. Tout à fait. Mais en fait, on l'oppose souvent à l'économie actuelle qu'on appelle l'économie linéaire, où essentiellement on extrait des ressources qu'on transforme en produits, qu'on utilise, puis qu'on jette en fin de cycle. Donc, évidemment, on dit linéaire parce que tout au long de cette chaîne de valeur, entre guillemets, bien évidemment, on génère des déchets. Et puis, plus souvent qu'autrement, le produit qu'on a utilisé se ramasse dans un site d'enfouissement quand c'est pas dans l'environnement en fin de cycle. Donc, l'économie qu'on appelle circulaire, ben ça repose sur une série de stratégies qui visent à maintenir dans l'économie les produits et leurs composantes le plus longtemps possible pour justement essayer de réduire en amont l'extraction des matières premières, des ressources là, qui sont nécessaires à la fabrication de nos produits. Mais c'est comme déconstruire un peu le modèle qu'on connaît, Marie-Michel. Vous le disiez, c'est comme un peu déconstruire un modèle d'affaires et d'achat surtout. Puis nous, ce matin, on s'adresse aux citoyens consommateurs, aux gens qui sont dans leur auto, qui nous écoutent en télétravail, qui sont en déplacement, qui sont peut-être en train de se rendre justement au centre commercial ou qui planifiaient d'aller magasiner aujourd'hui. C'est pas évident quand même de changer notre mode de fonctionnement qu'on a toujours connu. C'est venu avec la société de consommation avec l'ère industrielle. Daniel nous parle de l'ère industrielle, justement. Comment on change ça? Mais il y a un grand principe d'économie circulaire où on parle de la personne ce n'est plus un consommateur, mais bien un utilisateur du bien. Mm-hmm. Donc, l'aspect de possession. Donc, est-ce que j'ai besoin de posséder cet objet ou j'ai besoin d'avoir cet objet seulement sur un temps limité et donc d'être utilisateur de cet objet? Ouais. Donc, est-ce que je peux l'emprunter? Est-ce que je peux le louer? Est-ce que je peux utiliser de ma créativité pour pouvoir être l'utilisateur de cet objet et non le posséder? Ouais. Donc, ça, on va le voir beaucoup plus dans des choses qui sont beaucoup plus chères. Hein? Donc, les petits objets, là, comme le vêtement, les meubles, etc., on va souvent être apporté à les posséder automatiquement. C'est ça notre automatisme dans l'économie linéaire. Mais là, si on parle d'économie circulaire, il y a plusieurs autres méthodes. Là, je ne rentre pas dans tout ce qui est la création circulaire, là, donc le design circulaire et autres, mais le fait d'utiliser le produit juste le temps que j'ai besoin et non de le posséder pour toute sa vie et après
potentiellement m'en débarrasser ou ne Voilà. Et Daniel Normandin a d'ailleurs l'exemple du trou qu'on a besoin de faire, par exemple, sur notre mur pour poser un cadre, Daniel. Oui, ben en fait, les perceuses, en fait, c'est un exemple qu'on donne souvent dans nos présentations, parce qu'évidemment, la moyenne d'utilisation d'une perceuse sur toute sa vie, c'est à peu près 30 minutes. Et donc, c'est un petit peu ridicule de l'acheter. On devrait plutôt l'emprunter à notre voisin. Ou même, il y a des bibliothèques d'outils qu'on retrouve maintenant, entre autres à Montréal, mais il y en a de plus en plus. Donc, on aurait effectivement... en fait, on devrait tendre plutôt à y aller sur une base d'utilisation que sur une base de possession. Il y a un modèle, en fait, dans les stratégies d'économie circulaire, il y a un modèle qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, justement, qui, en vertu duquel le manufacturier demeure propriétaire de son produit, puis ce qu'il vend, en fait, c'est une performance d'usage et non pas le produit lui-même. Donc, ça permet, évidemment, au produit en question d'avoir plusieurs vies, parce que si le manufacturier demeure propriétaire de son produit, moins il intervient sur le produit d'un consommateur à l'autre, plus c'est payant pour lui. Hein? Donc, il va avoir tendance à faire un produit qui soit robuste, durable, réparable et dont les composantes sont utilisables en fin de vie. Alors, donc, on a ici une façon de produire et de rendre le produit accessible beaucoup plus responsable, beaucoup plus durable que ce qu'on fait actuellement. Puis, ce qu'il ne faut jamais oublier non plus, c'est on vit sur une planète aux ressources fixes. Hein? À part l'énergie solaire, là, qui, on peut dire, est infinie à l'échelle géologique, on a toutes les ressources dont on dispose sont limitées, en fait. Juste pour vous donner un exemple, là, un téléphone intelligent qui pèse 300 grammes va demander une extraction de 5,3 tonnes de matière pour être capable d'aller chercher les métaux, les minéraux nécessaires à la fabrication du fameux téléphone qui pèse 300 grammes. Alors, et c'est pareil pour tout ce qu'on consomme finalement. Donc, il faut avoir un peu cette perspective-là. Qu'est-ce qu'on a dû en fait faire pour fabriquer le produit? Et là, ça nous éclaire un peu sur notre impact global sur l'environnement en tant que consommateur, puis c'est loin d'être négligeable. Et c'est fascinant ce que vous dites, puis d'ailleurs, Marie-Michel voulait intervenir. Mais c'est par rapport à la qualité de produit. Si on rentre dans une économie de fonctionnalité, et ça, on l'a vu un peu, on le voit un peu dans le milieu de la mode apparaître là, dans le plein air, où est-ce qu'il y a certaines des marques qui offrent des garanties à vie. Donc, pour qu'un produit soit offert et garanti à vie ou avoir un abonnement sur un produit. Donc, on a vu des chaussures de course dernièrement arriver comme ça. Donc, on peut s'abonner à avoir des chaussures et non posséder cette chaussure. Intéressant, hein? Wow! C'est quand même assez intime, une chaussure. Chaussures de course, en plus. Oui, hein? Ils vont devenir assez sales rapidement. On sue là-dedans, quand même. Là. On fait du millage. Il y a d'autres enjeux là, face à la conception de tout ça, mais c'est certain que, comme le disait l'expert, comme le disait Daniel, on peut s'attendre à ce que les compagnies, elles ne veulent pas réparer à tout rompre. Hein? S'ils donnent l'abonnement, c'est sûr que le produit va être d'une meilleure qualité pour être sûr qu'on le garde longtemps à la maison et qu'il se brise peu ou pas. Donc ça, on serait tous gagnants d'avoir des produits justement qui sont réparables à l'infini, qu'on peut retourner. Mais comme à une certaine époque? Oui. À une certaine époque, et moi, je me fais raconter que les laveuses, là, ça durait 30 ans. Là. Une laveuse, 30 ans. Aujourd'hui, aïe. Mais parce qu'on veut nous vendre aussi toutes sortes de programmes, n'est-ce pas, Daniel? Ben oui, absolument. C'est à top 50 à laveuse, t'es chanceux. Oui, mais en fait, il faut distinguer aussi ce qu'on appelle les garanties du manufacturier avec les garanties légales. Hein. Au Québec, on a une loi maintenant sur l'obsolescence programmée qui fait en sorte que le consommateur a droit à des garanties de performance, si on veut. Puis évidemment, si votre réfrigérateur a une garantie d'1 an, mais qui brise au bout de 3 ans, on s'entend qu'un réfrigérateur ne devrait pas briser au bout de 3 ans. Donc, le consommateur a des recours. Et cette loi-là, en fait, en ce moment, le gouvernement est en train de définir les règlements qui vont être liés à cette loi pour protéger davantage le consommateur. Et il y a des exemples. En fait, on s'inspire. Mais tu sais, ça te fait quand même un dossier de plus à gérer, on s'entend? Absolument. Dans toutes les choses qu'on a à faire, là, oui, tout à fait. C'est quand même une lutte à mener. Il faut que tu écrives des courriels. Je veux juste vous faire part d'un commentaire d'une auditrice qui dit « Maintenant, pour limiter ma consommation, elle parle donc des paniers d'achat là, quand elle achète sur Internet. Beaucoup de gens font ça. Elle dit « Je mets les items dans le panier d'achat. J'attends 1 semaine avant de les acheter, avant d'en faire l'acquisition. »
Et si je trouve toujours que c'est un achat qui m'est nécessaire, ben là, je vais l'acheter. Et ça, c'est On comme... défait l'automatisme. C'est ça. Ici, c'est exactement ça. C'est bon, le truc. ça. C'est une bonne chose à faire. Moi, je suis une fan des listes. On le voit dans le livre. Faire une liste. Qu'est-ce qu'on a besoin? Exact. Puis là, j'aime bien ce truc. On garde là pendant une semaine. On peut dire une semaine, un mois. Et est-ce qu'on peut trouver une autre alternative en attendant? Dans l'emprunt, est-ce qu'on peut trouver un échange? Je vais en parler à mes amis, mes collègues. J'ai besoin d'un équipement de camping pour aller en camping. Assez facile avec les réseaux sociaux là, de juste aller et dire, au lieu de l'acheter, mon équipement de camping chez Cell, Decathlon et autres, je vais juste demander entre-temps sur ma liste, ma petite liste de besoins, je peux demander à ma famille, je peux demander à mes amis, est-ce qu'eux ont l'équipement que j'ai besoin? Sûrement. Ben d'ailleurs, ça m'a fait bien rire parce que j'ignorais ces acronymes, mais dans votre livre, j'ai trouvé la page, vous en parlez, vous dites as-tu ça toi ou t'aurais-tu ça toi? Ça veut dire c'est T... ATCT. ATCT, c'est ça? As-tu ça toi, c'est des... As-tu ça toi? Oui. ATCT, ça, vous marquez ça sur vos réseaux sociaux. ATCT, sur ton Facebook, ça veut dire as-tu ça toi? Là, tu dis ATCT, une perceuse. Oui. C'est ça. Puis là, mais c'est fascinant. Ça, c'est un acronyme qui vient d'un groupe. On vient d'apprendre quelque chose. Oui. Ouais. Ah, il y a Laurence qui dit, on dirait que souvent, ça peut être moins bien vu de ne pas avoir des items de marque. Laurence, merci de votre commentaire. Ça, c'est vrai. Et puis, je me demande des fois si... il y a peut-être une question de génération. Est-ce que les plus jeunes, malgré tout, puis je disais que, moi, je dis tout le temps que les jeunes n'ont pas le monopole de l'environnement, là, parce que chez moi, c'est encore moi qui fais les poubelles pour sortir des affaires qui vont dans le bac à recyclage. Mais ceci est un autre dossier. Mais n'empêche que Laurence a raison. Des fois, on se dit, l'affaire usagée, est-ce que ça paraît que c'est de l'usager? Est-ce que je devrais pas plutôt m'acheter une belle marque? Les marques aussi travaille fort, là, Daniel Normandin, pour nous vendre des produits aussi. Marie-Michel puis Daniel, là-dessus, pour répondre à Laurence. Alors, ça, on rentre dans la perception de la personne. Ben oui. Son sentiment, son appartenance, ça, je pense que ça, c'est toute une autre discussion. Mais ça fait partie parce que ça fait partie du social aussi. Et on dit, fais pas le moine. Moi, je pense que l'habit fait le moine. Et c'est la façon dont tu t'habilles, ça dit des choses sur toi. Oui, beaucoup. Beaucoup de choses sur une personne. Ben oui. Mais en même temps, est-ce qu'on est... C'est un peu de se détacher de tout ça. Puis après ça, ce matin, je suis rentrée en studio, vous ne le saviez pas. Comme mon veston, on ne savait pas que votre veston avait... Non, on ne savait pas qu'on avait du vieux linge, finalement. On ne savait pas. Donc, est-ce que vraiment ça décrit une personne? Non, ça ne veut pas être au complet de son intelligence. Voilà. Non, ça ne veut pas... T'es pas obligé d'avoir marqué Nike, pour pas la nommer, ou Gucci, parce qu'il y a des gens qui s'endettent pour avoir des grosses marques. C'est terrible, pour avoir des marques qui sont coûteuses, parce que les produits de luxe, depuis la pandémie, ont connu un bond là, dans les prix. Là, c'est comme incroyable. Et moi, j'en vois beaucoup des jeunes qui sont très, très, très... Parce que sur les réseaux sociaux, ces marques-là sont très présentes et mettent des centaines de millions pour nous vendre leurs produits. Très visuelles aussi. Leurs campagnes sont vraiment visuelles. C'est une communauté. Visuel, tu fais partie de la communauté, tu fais partie du groupe Daniel Normandin là-dessus. En fait, c'est sûr que les jeunes sont, comme tout le monde, en fait, sont vraiment affectés, influencés par les campagnes publicitaires. Puis je pense que on devrait éventuellement en venir à réglementer les publicités, surtout auprès des jeunes. Et puis, je suis d'accord avec vous, Isabelle, là, que les jeunes n'ont pas le monopole de l'environnement. Là. Il y a des statistiques qui montrent que c'est pas eux qui sont les plus, je dirais, les consommateurs les plus avertis sur le plan de l'environnement. C'est plutôt ma génération à moi, qui consomment moins. C'est X, en fait, ça? Vous êtes un X, Daniel, comme moi? Vous êtes un X? Non, moi, malheureusement, j'étais un baby boomer, la fin du baby boom. Vous êtes un baby boomer. C'est pas de votre faute. Oui, c'est pas de ma faute, pas effectivement. Moi, j'ai rien demandé. Mais ceci dit, effectivement, les publicités, les influenceurs influencent énormément les jeunes à consommer. Puis c'est ça, c'est un des freins, effectivement, à consommer de façon plus responsable. Donc, il faudrait éventuellement réglementer ce genre de choses-là, je pense. Il y a des réglementer les publicités sur les réseaux sociaux? Oui, éventuellement, comme on le fait, par exemple, pour les cigarettes. Mais on part de loin, effectivement. Ces cigarettes, ça a pris 25 ans. Oui, je sais. Mais, tu sais,
collectivement, on s'en va pas dans une bonne direction non plus. Tu sais, avec la surconsommation qui se produit actuellement à l'échelle planétaire, il y a tout le concept des limites planétaires là, qui en fait sont connues en fait auprès des scientifiques qui travaillent en environnement. Il y en a 9, il y en a 6 de dépassés, et ces limites-là en fait garantissent à l'humanité, là, si on veut, d'être capable de se développer de façon sereine, si on veut, à l'intérieur des limites que ce que la Terre nous impose. On en a déjà dépassé 6, donc il faut changer le cap. Et puis ça va prendre évidemment des décisions courageuses. On ne pourra pas arriver à consommer de manière plus responsable sans changer nos habitudes de vie. Puis je pense que ce que Marie-Michel fait, je pense que c'est tout à fait dans la bonne direction. Moi, j'ai peut-être un commentaire à faire, c'est que souvent les gens qui achètent usagés achètent plus parce qu'ils se donnent bonne conscience. Alors, il y a aussi le concept de sobriété. Oui, il y a aussi le concept de sobriété qu'il faut appliquer là-dedans, c'est-à-dire que acheter en grande quantité de l'usager ne règle pas non plus le problème, parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a une production qui assure de pouvoir rencontrer la demande. Donc, s'il y a de plus en plus de demandes pour les produits usagés, mais les gens vont les mettre de plus en plus, leurs vêtements usagés, sur le marché, mais en contrepartie, ils vont s'approvisionner souvent avec des items neufs. Puis en ce moment, quand on parle de vêtements, quand on parle de nourriture, quand on parle de toutes sortes de trucs, il y a énormément de surproduction. Ouais. Et ces surproductions-là se ramassent plus souvent qu'autrement. Elles sont détruites ou enfouies ou détruites par incinération, par exemple. Et là, on voit apparaître des lois, notamment en France, là, depuis janvier 22, qui interdisent justement de détruire les invendus. Au Canada, en Amérique du Nord, on n'a pas de telles lois, mais il faudrait éventuellement les appliquer, parce que les Québécois, comme les Nord-Américains en général, sont des grands, malheureusement, gaspilleurs de ressources. Notre empreinte matérielle est énorme. Si on la compare, par exemple, à celle des Européens ou celle des Africains, ça n'a aucune commune mesure. Là. Alors, oui? Avez-vous des comparaisons? Oui. L'empreinte matérielle, matière, en fait, d'un Québécois là, est entre 30 et 34 tonnes de matière par année. Donc, c'est ce qu'on extrait pour être capable de rencontrer les produits qu'on consomme. Celle d'un Européen est aux environs de 20 tonnes. Celle d'un Africain, c'est 2. Alors, ma question, c'est est-ce que les Européens à 20 tonnes de matière par habitant sont moins heureux, en fait, que les Nord-Américains? La réponse, en fait, on la connaît, c'est non. Donc, pourquoi qu'on consomme davantage? Ici, évidemment, on a des grandes maisons, c'est moins le cas en Europe, des grosses voitures, puis on achète toutes sortes de bidules, en fait. Bon, les Européens aussi, là, mais c'est surtout nos voitures, nos maisons, en fait, qui font... Comment on a des souffleuses? Ça nous prend des souffleuses l'hiver. Qui n'a pas sa souffleuse? On peut l'emprunter Est-ce qu'on peut la partager? Oui, c'est ça, la souffleuse qu'on peut un par rue. Mais il faudrait toujours bien parler à son voisin. Exact. Déjà. Il y a un enjeu peut-être de socialisation. Et ça, le communautaire, des fois, on en parle beaucoup ici, absolument. Mais j'ai pu voir que justement, en France, cet été, les gens sont... Il y a comme je sais pas, on dirait qu'on socialise plus. Tout le monde se parle plus. J'ai l'impression qu'ici, on dirait qu'on se parle moins. Il faudrait qu'on se parle plus. Hein? J'ai Normand. Il y a Normand qui me raconte, ma fille veut toujours des trucs de marque. Elle dit que c'est important dans son groupe d'amis. Des conseils pour lui expliquer que c'est pas important. Marie-Michel? Alors, la marque ne définit pas la personne. Moi, je dirais ça ainsi. Bon, Normand, vous dites ça à votre fille. La marque, ma chérie, ne définit pas la personne que tu es. Bon, exact. OK, il faudra d'autres arguments parce que ça, ça sera peut-être pas suffisant. Oui. Bien, je pense qu'il y a une grande... c'est assez ludique ou créatif. Je pense qu'on a entendu ce discours de « faut réduire notre consommation, il faut vraiment réduire. » Et c'est vrai que c'est la réponse, c'est plate à dire, c'est « il faut réduire. Il faut moins rien acheter. » On va arrêter de dire « il faut consommer autrement. » Non, il faut comme pas consommer. C'est ça la réponse. Pas consommer? Bien, consommer beaucoup moins. Ouais. Réduire. C'est pas mal ça, le discours. Mais dans votre livre, vous dites rien de neuf. Commençons par moins de neuf. Exact. Mais là, vous dites qu'ultimement, ça serait de... Est-ce que c'est votre prochain défi, ça, de ne pas acheter pendant 1 an? Aucune chose. Aucune chose? Mais dernièrement, j'ai été assez frugale? Occupée. Ouais. Et donc, j'ai peu acheté de choses. C'est vrai. On s'entend que là, on parle de biens, hein, d'objets. Là. Je vais quand même acheter de la nourriture. Oui, non, et encore des parle pas choses de nourriture hygiène, etc. Ouais. Donc, je pense qu'il y a...
ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a encore, dans cette approche de moins consommer, de consommer moins de neuf, c'est assez ludique et créatif. Oui. Il faut trouver d'autres façons. Hein. C'est pas le même parcours d'acquisition d'un objet que d'aller sur Amazon, cliquer, l'avoir chez eux. On parle à personne. Donc, ça, c'est des enjeux qu'on a pointés. Mais aussi d'aller, par exemple, dans un comptoir pour faire l'échange. On peut emprunter des tableaux, on peut emprunter plein de choses. On peut aller à la bibliothèque, etc. Là, ça répond pas exactement à Normand, mais je pense qu'il y a l'aspect ludique qu'il faut vendre de l'économie, qui n'est pas l'économie linéaire. Voilà. L'économie linéaire, on rappelle, Daniel Normandin, c'est l'économie qu'on a toujours connue depuis l'ère industrielle, c'est-à-dire on produit, on consomme et on jette. Alors que l'économie linéaire, qui est votre grande spécialité, c'est plutôt on s'imagine, l'économie circulaire, c'est vraiment le cercle, c'est-à-dire on produit, on consomme, on recycle, on récupère, on réutilise. Voilà. Et on remet ça dans l'économie. Donc, ça circule, c'est fluide. Et on économise des ressources. Qu'est-ce que vous diriez à Normand? Et puis, il y a une auditrice qui appelle aussi, puis qui dit, je disais à mes filles que si elles voulaient des marques, elles devaient se les payer à 14 ans. Elles travaillaient. Ça, je pense que peut-être c'est une bonne façon aussi de dire, écoute, si tu veux ça, ma chouette, faut que tu le payes. Ouais. Moi, je dirais probablement acheter peu, acheter mieux. En fait, je pense que acheter de mauvaise qualité, c'est pas bon pour personne. Évidemment, à part ceux qui les produisent, là, mais en fait, on entend souvent, quelqu'un qui dit ma grand-mère disait j'ai pas les moyens d'acheter cheap, là. Je pense que c'est vrai. Mais c'est très vrai, Daniel, ça c'est très vrai. Mais je pense que la question de la qualité, elle est importante. Moi, lorsque je dois acquérir quelque chose, ça me prend beaucoup de temps. Je fais beaucoup d'études avant d'acheter ce que j'ai acheté ou de louer ce que j'ai à louer. Je le fais pas de manière automatique, là. J'y vais de manière vraiment approfondie. Puis évidemment, c'est peut-être pas donné à tout le monde d'agir comme ça. Moi, j'ai un background qui me permet de le faire, de bien analyser. Je pense qu'il faut rendre les informations disponibles aux consommateurs. Ça, c'est déjà une première chose. Puis l'autre chose, évidemment, je pense qu'il y a de la place pour des influenceurs qui pourraient justement influencer les jeunes à mieux consommer. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, je pense, évidemment, sur le marché. Donc, il faudrait, plutôt que d'encourager les jeunes à acheter des marques, puis acheter du volume, avoir des influenceurs qui plutôt encouragent les jeunes à avoir des meilleures pratiques, parce que c'est eux, en bout de ligne, qui vont être aux prises avec les problèmes qu'on est en train de générer en ce moment. Tellement vrai. Daniel Normandin, directeur du Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, directeur du réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Une influenceuse, c'est Marie-Michel. Des influenceurs. Ouais, c'est ça. C'est Marie-Michel Larrivée qui vient de publier ce livre que je vous recommande chaleureusement. Laissez-les traîner sur la table du salon. Puis ayez une conversation avec vos jeunes là-dessus. Rien de neuf. Un guide pour une consommation écologique, économique et engagée. Et ces acronymes utilisés dans les communautés en ligne, Marie-Michel, je trouve ça magnifique. As-tu ça, toi, quand vous voulez une demande de don? Ça se fait de plus en plus. Pour aller dans votre affaire, là, on va essayer de donner des trucs. Donc, tu veux demander à tes réseaux sociaux, as-tu ça, toi? C'est ATCT. As-tu ça, toi, une lampe? ATCT, une lampe. VTCT, 2 chaises. Ça veut dire, veux-tu ça, toi, 2 chaises? Ça, c'est quand tu as quelque chose à donner. Et ça, c'est très drôle. Quand vous passez, des fois sur Marketplace, on n'a pas parlé de Marketplace, mais mon Dieu, moi, que je suis une consommatrice de Marketplace. Et on dit hashtag JNFQP, ça veut dire je ne fais que passer. Ça, c'est très niche, mais c'est justement très niche, quand on trouve quelque chose sur le bord de la route, quelqu'un qui essaie de donner quelque chose, on peut mettre une photo. Il y a par exemple, meubles abandonnés Montréal, il y a plein de meubles. On met l'adresse. On met l'adresse où c'est allé et si vous faites que passer, je ne fais que passer. Donc, on met l'acronyme aussi. Merci, Marie-Michel. C'est vraiment très, très intéressant de se faire donner des trucs aussi parce que des fois, on veut, mais on ne sait pas par où commencer, comment s'y prendre. Il est vraiment beau, votre petit blouson. Très, très beau. Les jeans aussi, c'est... Oui, les jeans aussi. Les jeans aussi? Les souliers c'est quoi aussi. Les souliers aussi? Les souliers en ballerine, en argent. Les jeans, ce sont couleur jeans. Wow. C'est quoi votre prochain défi? Mais là, sans achat, c'est un je bon vous ai défi, comme titillé, oui. Je vous ai comme mis sur cette piste-là. Ouais. Et vous? Moi, j'y pense souvent. Moi, ma cure pour pas dépenser, je vais aux Îles-de-la-Madeleine. Quand je vais aux Îles-de-la-Madeleine, il y a tellement pas de magasins que je sors pas ma carte de crédit. C'est fascinant.
C'est le vent, Défait la mer, l'automatisme, et c'est puis ça. on profite de la nature. Ça nous ramène à notre essence humaine. Merci beaucoup, Marie-Michel Larrivée. On va s'arrêter ici. Revenez tout de suite après.